Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Leslie. Salut Aurélie. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Allo fait dodo. Merci, j'ai envie de m'inviter. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur ce podcast. Leslie, tu es infirmière de formation et ensuite tu t'es spécialisée dans tout ce qui était plantes médicinales, autour de l'alimentation et autour du yoga. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une période super importante pour les parents qui nous écoutent en termes de vitalité. Tu vas nous parler du printemps et de tout ce que ça signifie et de tout ce que ça peut apporter. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de te présenter, de nous dire en quelques mots quel est ton parcours et pourquoi aujourd'hui on va parler de tout ça avec toi. Alors comme tu l'as bien résumé, oui, de formation initiale, je suis infirmière et je me suis vite orientée vers des soins naturels. Et j'ai passé beaucoup de temps en montagne, avec des femmes notamment, avec des bergères, qui m'ont appris à reconnaître les plantes et à me nourrir des plantes. Et par la suite, j'ai fait des formations plus professionnelles et plus concrètes d'herboriste. Et petit à petit, au fil des années, ça a peut-être pris 10 ans, on va dire, j'ai eu des outils et suffisamment de connaissances et de ressources pour mêler mon savoir très concret de l'allopathie, de la médecine conventionnelle, à la médecine, on va dire, plus naturelle, on l'appelle naturopathie aujourd'hui, et avec aussi l'approche chinoise. L'approche de la médecine chinoise. Oui. Et donc, au fur et à mesure de mes formations et de mon apprentissage de la nature, je me suis bien rendu compte que le plus important et la première manière de se soigner simplement, c'est d'avoir une conscience de comment je me nourris et de qu'est-ce que je mets dans mon corps. Et donc ça passe tout simplement par les repas au quotidien. Et donc j'ai vraiment exploré et développé, et c'est aujourd'hui ce que je propose, et le principal de mon travail, c'est de soigner par l'alimentation. Toutes les plantes que l'on connaît, qui sont communes et sur lesquelles on marche dessus quand on se promène dans les jardins ou les parcs, par exemple. Oui, on s'arrête pas sur les plantes. Et en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est par méconnaissance. Parce que du coup, on n'est pas formé à ça, on n'apprend pas ça à l'école. Et donc toi, justement, c'est ce qui t'anime aujourd'hui, c'est une de tes passions, c'est le fait de savoir et de reconnaître dans les plantes toute la richesse qui est ignorée. Mais je voudrais que tu puisses nous expliquer un petit peu, là pour tous les parents qui nous écoutent, finalement en quoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'on vient trouver dans les plantes et en quoi c'est intéressant de pouvoir les reconnaître. Une plante qui va pousser spontanément sur un sol, on appelle ça une plante endémique. Elle va contenir
beaucoup plus de force et de ressources qu'une plante cultivée, qu'une salade, de la mâche, de la roquette, qui a été cultivée, semée, entretenue avec de l'engrais, etc. Elle va contenir des minéraux, ok, mais beaucoup moins que toutes les plantes qui vont pousser spontanément dans nos jardins, dans les parcs, dans la forêt. Et c'est ces plantes-là que vraiment j'invite à consommer, et de plus en plus, et presque sans retenue. Et pour en citer quelques-unes, et vous en connaissez tous, hein, ça va être de l'ortie, du plantain, du pissenlit. À l'ail des ours, au printemps, c'est vraiment la période de l'ail des ours aussi. Et dans chacune de ces plantes, on trouvera beaucoup plus de minéraux et de nutriments, de micronutriments que dans tout légume cultivé. Donc là, on est bien d'accord que tu parles du fait de consommer, de manger ces plantes-là. On n'est pas dans, par exemple, le fait de se faire juste une infusion ou le fait d'en utiliser, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées pour faire des crèmes, par exemple, ou pour prendre soin du corps. Mais là, on est d'accord que, enfin, prendre soin de la peau, j'entends. Là, on est d'accord que tu parles vraiment du fait de les manger. Oui, mais pas que. Avec les plantes, de toute façon, on a une gamme de possibilités qui est énorme. Bien sûr. Par exemple, moi, je cueille du plantain et j'en fais des macérats. Et j'utilise ces macérats pour faire des crèmes après, des crèmes de soins ou des crèmes pour les fesses de mon bébé, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Là, en termes de vitalité et de reminéralisation, oui, il y a besoin de les manger. Mais on peut les utiliser pour plein d'autres choses. Après, tu vas nous en dire un petit peu plus par rapport à chacune des plantes, ou en tout cas tu pourras nous donner des exemples. Mais de façon générale, alors, reconnaître de l'ortie ou du pissenlit, ça souvent ce sont des choses auxquelles on est assez familier. C'est pas pour autant qu'on va être très à l'aise d'aller soi-même les cueillir, parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est au bon endroit? Par exemple, il faut les laver? Est-ce qu'il faut les stériliser même? Est-ce qu'il faut les faire cuire ou pas? Mais tu pourras nous détailler tout ça. Mais peut-être que dans un premier temps, on peut se dire aussi que ces plantes-là, on peut aussi les acheter. On peut s'en mettre sur ses salades, dans son assiette. On peut les acheter en poudre dans n'importe quel magasin ou même sur internet, parce que c'est vrai que parfois quand on est tout jeune parent, on n'a pas le temps d'aller faire 1001 magasins pour trouver ce qu'on cherche, donc on peut aussi le commander. Et donc ça peut venir faire partie de notre quotidien. Est-ce que toi tu en consommes tous les jours, et est-ce que simplement en poudre ou en petite quantité c'est utile et suffisant? Oui, il y a mille et une manières de consommer des plantes. Et bien sûr, en habitant en ville, c'est plus compliqué de les utiliser et d'aller les cueillir quotidiennement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de substituts, on peut en commander. Il y a plusieurs sites, je pourrais vous donner des références ensuite sur Internet. Alors, pour en choisir qu'une, par exemple, ce serait la poudre d'ortie. Ça, c'est la plante la plus riche en protéines, par exemple, qu'on puisse trouver. Et même sur des quantités assez fines, parce que par exemple la poudre d'ortie, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros dans un sachet de poudre d'ortie, on va prendre par exemple une cuillère à café ou 2 cuillères à café qu'on va mettre dans une salade de crudité, et donc rien que ça suffit déjà à rendre l'assiette qu'on consomme beaucoup plus riche. Ça vient nourrir notre corps, parce que c'est vrai qu'on peut se dire une cuillère à café ça va pas changer vraiment la donne. Mais toi, dans ton discours et dans ce que tu conseilles, tu constates, et c'est de par ton expérience, tu sais que ça fait la différence si à chaque repas ou régulièrement tous les jours, on a des petites quantités, ça aide le corps en fait, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ce qui est important, c'est la régularité, de consommer tous les jours. Par exemple, 1 cuillère à soupe, voire 2. Il y a quasi pas de limite avec l'ortie, hein. Tu ne peux pas risquer de surdosage avec l'ortie. Donc oui, 1, 2, 3 cuillères à soupe. Après, il y a toujours beaucoup plus de plaisir
accompagner avec la cueillette et la transformation quand on fait soi-même les choses. Mais si vraiment c'est pas possible ou c'est pas le moment où il y a trop de travail, trop de charge, bien sûr, la consommer en poudre, c'est excellent. Et tu parlais de l'ail des ours, on le trouve aussi en poudre? L'ail des ours en poudre, oui, tu peux le trouver. En poudre ou en pesto. Maintenant, il y en a dans beaucoup de magasins, on trouve des pestos d'ail des ours. Alors, le seul petit bémol peut-être, c'est que la plupart du temps, dans ces pots de pesto, ils sont pasteurisés, quand c'est pas stérilisé. Et donc, tu perds des qualités nutritives, et notamment les vitamines C. Donc, l'idéal, c'est bien sûr d'aller faire ses cueillettes soi-même, mais quand c'est pas possible, au moins en plante sèche. D'accord. Et du coup, l'ail des ours, ça apporte quoi au corps? L'ail des ours, pourquoi on l'appelle l'ail des ours déjà? Est-ce que c'est parce que les ours en mangent? C'est ça, tout simplement, oui. Puisque c'est aux sorties de l'hiver, c'est la plante qui est là, mais en quantité, mais astronomique, je vais dire, dans certains endroits de France. Souvent dans les milieux de moyenne montagne, les milieux humides, sous couvert des forêts. C'est là qu'on va trouver l'ail des ours. Alors c'est une plante qui se reconnaît facilement, hein, qui pourrait ressembler au muguet ou à la colchique, sauf que ces deux-là sont vraiment toxiques. C'est le seul à faire attention. Mais dans tous les cas, tu la prends dans ta main, tu la froisses, et là t'as vraiment une odeur d'ail qui est très très marquante. On peut pas se tromper de plante. D'ailleurs, souvent en randonnée, on marche dessus, on l'écrase, et ça sent l'ail à plein nez, mais sur des centaines de mètres. C'est vraiment très très fort. Après, les vertus de l'ail des ours, c'est la vitamine C et c'est sa tenue en minéraux, et qui est excellente pour le corps. Et alors du coup, quand tu parlais des plantes séchées, où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Quand on peut pas aller cueillir nous-mêmes. Il y a, par exemple, chez moi, là où j'habite, il y a eu une herboristerie qui vend des plantes séchées. Et il y en a dans beaucoup de grandes villes. Après, quand on est un peu isolé, on peut juste commander sur Internet. Il y en a plein maintenant qui font ça. Alors, il y a des gros groupes, mais il y a aussi des petites herboristes qui proposent ça. Mais alors, attends, tu disais qu'il faut pas que ce soit pasteurisé ou stérilisé. Du coup, si c'est séché à haute température, c'est pareil, on perd tout. Il faut que ce soit vraiment séché sur du long terme, j'imagine. Exactement. Ouais. Le séchage, c'est une étape délicate dans la transformation des plantes. Et bien sûr, c'est à basse température et à l'abri de la lumière qu'on fait sécher les plantes. Alors après, vous pouvez aussi le faire chez vous. Hein. On trouve souvent des orties, même en campagne, enfin, même aux abords des villes, on peut trouver des orties. Alors, on fait attention juste à quelques petites précautions importantes pour cueillir les orties. L'ortie, il aime l'azote, donc il va aller pousser près des égouts, près des zones très cultivées où il y a du fumier. Donc, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour aller cueillir. Près des villes, tu veux dire? Près des villes, il peut y avoir des endroits très très bons. Je parle de près des égouts. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ou alors à des endroits où ils peuvent être souillés par des élections d'animaux, de chiens, de chats, etc. Donc c'est une super plante, mais à prêter attention à l'endroit où on cueille. L'idéal, c'est par exemple à côté d'une ferme qui est en biologique, c'est encore l'idéal. Ou loin des routes, dans des champs, par exemple, un endroit où il y a des chevaux. Souvent, on peut trouver des orties. Alors là, tu nous as cité l'ortie, l'ail des ours aussi, pour cette période du printemps. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, bien sûr, au printemps, il y a une plante phare, et surtout pour soutenir le foie qui est l'organe, en tout cas en médecine chinoise, qui est l'organe phare du printemps, c'est le pissenlit. Et là, les pissenlits, il y en a de partout, vous les connaissez, elles sont simples à reconnaître et à cueillir. Et on peut même cueillir autant les fleurs, les boutons floraux que les feuilles. Tout se mange dans le pissenlit.
Et soit en cueillant que les feuilles, et ben dans ce cas-là, ça fait juste une salade de pissenlit. Mais les boutons floraux, ils sont aussi comestibles et très bons. On peut faire des condiments quand on les met dans du vinaigre, par exemple, avec des aromates. Comme on peut faire avec les fleurs d'ail des ours. Et donc ça, le pissenlit, même les enfants, ils adorent aller cueillir les plantes. Moi, mon petit garçon, après, on étale toutes les plantes là sur la table, et puis il prend des tout petits ciseaux à bourron, et il découpe les plantes pour mettre dans le saladier, dans la salade. Alors, des fois, on a du pissenlit, on peut avoir du plantain, un peu d'ail des ours, voilà. Je lui mets tout ça. Des fois, je lui mets aussi un pilon. Il va piler les plantes pour faire un suc de plantes. Puis après, je peux assaisonner un plat avec. Et sinon, on les mange en salade. La plupart du temps, c'est ça. Oui, donc en fait, ça peut vraiment valoir le coup de se prévoir une sortie en famille. Oui. Au moment du printemps. Déjà, ça occupe les enfants, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, d'aller cueillir ces plantes qui sont faciles à reconnaître, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un petit peu la crainte de se tromper de plante, ou qu'il puisse y avoir des plantes qui soient toxiques, ou de se tromper, en fait. Mais pour le coup, est-ce que tu peux nous préciser si les plantes qu'on va cueillir, est-ce qu'il faut les laver? Alors, on a bien compris qu'il fallait pas les faire chauffer pour pas perdre de vertu, mais est-ce qu'il faut les laver? Est-ce qu'il faut... Parce que voilà, si ce sont des plantes qui sont sur le bas-côté, il peut y avoir effectivement des animaux qui ont peut-être uriné dessus. Enfin, voilà, ça peut être quand même... ça peut être un frein. Il y a plusieurs approches. Personnellement, je ne lave pas les plantes que je cueille, parce que je veille bien à la qualité des endroits des cueillettes. Alors forcément, il y a quelques petits insectes, il peut y avoir des pucerons, voilà. Il y a un petit peu de faune qui reste dans les plantes, puisque je vais pas les laver une par une, ni les tremper dans le vinaigre. Je les mange telles quelles et je me dis, ma foi, ça m'apporte un petit peu de protéines et c'est pas plus mal. Après, tout ce qui est, c'est sûr, déjection du renard, on peut parler de la maladie qui s'appelle l'échinococose et qui peut être amenée par l'urine du renard qui aurait mangé une souris infectée par ce parasite. Et ça, on est à l'abri de rien. Et on en entend beaucoup parler de cette maladie, surtout dans les régions du nord des Alpes. Et même en mangeant une fraise des bois, par exemple, on peut tomber sur une fraise souillée par l'échinococose. Alors, c'est le risque. J'appelle ça, c'est le risque du plaisir qu'on peut en retirer et des bienfaits qu'on peut en retirer aussi pour la santé. Puisque même en mangeant une salade, par exemple, qui est cultivée chez le maraîcher, un renard peut passer par là aussi. Mais il n'y a pas de renards partout en France? Des renards? Oh, il y en a quasiment partout. En tout cas, dans toutes les campagnes, il y a des renards. Oui. Alors, partout, il y a des champs, des cultures. Oui, il y a des renards. Mais du coup, si toutefois on veut les passer au vinaigre ou si toutefois on veut les laver à l'eau tiède, ça n'enlève pas non plus, là pour le coup, les vertus. Aucune. C'est juste que toi tu le fais pas, mais c'est possible de le faire et si on se sent mieux avec ça, c'est ok. Tout à fait. Oui. Et il vaut mieux se sentir à l'aise avec ce qu'on met dans notre bouche. Une autre plante que tu souhaites nous partager aujourd'hui? Eh bien, ça serait peut-être le fenouil. Alors là, c'est plutôt propice au sud de la France. Et le fenouil, alors quand je dis sud, c'est le grand sud. Il s'appelle jusqu'à Lyon. Et même au-dessus. On en trouve beaucoup et il pousse spontanément et de partout. Il peut même être très grand, jusqu'à 1,50 m de haut. Et le fenouil, il a des propriétés merveilleuses, surtout pour les femmes allaitantes, puisqu'il est galactogène. Et aussi pour les nourrissons, avec tous les problèmes de coliques, de maux de ventre, etc. Moi, je me souviens que je faisais des toutes petites infusions et j'en mettais dans le biberon, par exemple. Ou alors moi-même, j'en buvais pendant que j'allaitais. Oui, parce que du coup, ça favorise la production de lait, c'est ça? Oui, et ça passe donc dans le lait de la maman, et qui ensuite passe dans le ventre de l'enfant qui a des coliques. Et donc ça le soulage? Ça peut soulager. Oui. Ok. Je l'utilise aussi en pesto, tout simplement, avec coupé très fin, avec du citron et de l'huile, et c'est hyper bon. Donc là, tu parles des feuilles.
Parce que le fenouil, on le connaît oui, souvent. Bien sûr. Oui, je parle des parties légumes. aériennes. Oui. Le fenouil qui pousse spontanément, le bulbe, la racine qu'on a l'habitude de manger, il est quasi inexistant sur une plante sauvage. C'est les parties aériennes qu'on mange, les feuilles. Et d'ailleurs, en l'épluchant, alors si je coupe le fenouil, donc ça me fait un bâtonnet qui peut faire entre 30 cm et 40 cm de long. Je l'épluche avec mes doigts, j'enlève l'écorce extérieure et là j'ai un bonbon juste à croquer et les enfants ils adorent ça. Et ça on peut en trouver partout. Mais si c'est pas dehors, pour les parents qui nous écoutent et qui vivent en ville, est-ce que ça c'est possible d'en trouver? Là tu parlais d'une herboristerie, on peut en trouver dans les herboristeries ou c'est vraiment que dans la nature? Non, c'est dans la nature et ça se mange frais. D'accord. Ça ne se conserve pas. Donc c'est vraiment en se baladant au bord des chemins, hop, tu coupes ton fenouil et t'as un bonbon pour ton enfant. Mais non, malheureusement, non, ça se trouve pas en dehors des campagnes. Est-ce que tu aurais une 5e plante pour une petite dernière, comme ça nous fait un petit pack de 5 plantes pour notre printemps? Oui, on a l'Achillée millefeuille, par exemple. Alors celle-ci est plus moins connue. Moins connue. L'Achillée millefeuille, c'est une grande plante médicinale et notamment pour tout ce qui est saignement. Alors ça peut être, on l'appelle l'herbe au charpentier. Son nom vient de Achille. Achille qui soignait ses guerriers avec cette plante puisqu'elle est hémostatique. Elle va réguler le saignement. Et elle est aussi utilisée et très connue pour les femmes, pour les troubles du cycle menstruel, pour les règles douloureuses ou les règles trop abondantes. Par exemple, moi je cueille souvent quelques ombelles et que je mets dans mes eaux de cuisson pour cuire du riz ou des légumes. Elle n'a pas vraiment de saveur particulière, donc c'est pas vraiment une grande comestible, mais c'est une grande médicinale. Et que là, vous retrouvez dans toutes les herboristeries ou même dans des magasins bio. On trouve de l'Achillée millefeuille. Celle-ci, on peut la faire chauffer alors? Celle-ci, oui, tu peux la faire chauffer un petit peu. Et l'idéal de la consommer, c'est sous forme de PS. C'est les extraits de plantes sèches et qui sont accessibles en pharmacie. Par exemple, pour des troubles du cycle menstruel, donc on a des plantes connues, donc comme l'Achillée millefeuille, le gâtillier, et qui poussent pas chez nous, mais que vous pouvez trouver dans des pharmacies sans prescription. C'est vendu sous forme de petits flacons, comme des sirops à boire, mais c'est sans sucre et sans alcool. Et, c'est très pratique pour se soigner avec ce genre de plantes. D'accord, oui, donc on peut s'en procurer sans prescription comme tu viens de nous le dire, mais on n'est pas forcément très familière avec telle ou telle plante en se disant ça peut être telle plante ou telle plante parce qu'il y en a plusieurs finalement sous cette forme-là. Qui peut nous conseiller en fait quand on est là pour les parents qui nous écoutent, pour les mamans qui nous écoutent, pour reprendre ton exemple là par rapport au cycle menstruel et à cette plante-là, vers qui on se tourne pour savoir ce qui sera le mieux pour nous? Là, il y a plusieurs personnes qui peuvent aider. Les principales sont les naturopathes. Après, selon les endroits, il y a des sages-femmes aussi qui sont formées à la phytothérapie, certains médecins. Et du coup, là, quand tu parles de manger certaines parties des plantes, ou comme par exemple le pissenlit, c'est souvent quelque chose qu'on va mettre avec des salades, ou en tout cas, ça paraît être très léger en termes d'alimentation. Alors, c'est très dense au niveau micronutritionnel, mais par contre, c'est sûr que c'est très léger si on compare à, je sais pas, à des pommes de terre ou à des patates douces qui vont être beaucoup plus denses, qui vont apporter une sensation de satiété beaucoup plus importante. Est-ce que c'est parce que cette période du printemps, justement, elle invite à ce que ce soit plutôt soft au niveau de l'alimentation, mais riche en micronutriments? Ou parce que c'est vrai qu'on peut se dire le printemps c'est finalement les fruits et les légumes, mais comme tu nous l'as dit tout à l'heure,
En fait, ils arrivent un petit peu plus tard. C'est comme s'il y avait une petite période un petit peu de coupure. Et je crois que tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie-là? Oui, en tout cas, sous nos latitudes, février, mars, avril, et selon les périodes, même le mois de mai, on appelle ça la période de soudure. Au niveau agricole, il n'y a pas grand-chose. On est en train de cultiver pour les légumes qui vont arriver au tout début de l'été. Et en même temps, on a épuisé nos stocks de nourriture de l'hiver. Et donc c'est vraiment une période très connue des populations qui vivent de la culture, qui vivent de leur culture vivrière. C'est la période de l'année où c'est un peu la disette. On n'a pas grand-chose à manger. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas quand on vit en ville et qu'on a accès aux grandes surfaces. Mais quand on se rapproche de la nature, on s'aperçoit que non, la nature, à ce moment-là, elle n'est pas en mesure de nous procurer de la nourriture à part des plantes. Et en même temps, c'est au niveau religieux la période qu'on appelle le carême, qui est un temps où on va pas parler de jeûne total, mais c'est un temps un peu d'abstinence, un peu de jours maigres, où on va peu manger, jusqu'à Pâques. Donc là, ça dure combien de temps en fait? Ça dure quelques semaines? Le carême, c'est 40 jours, il me semble, de début mars à mi-avril, à peu près. Et ça correspond exactement à cette période où la nature ne nous procure que très peu d'aliments. Et donc, c'est clairement, en tout cas, une période de pause au niveau digestif, mais une période de grande richesse au niveau des minéralisations et pour retrouver une vitalité. Par exemple, c'est idéal pour faire des petits jeûnes, selon où on en est de sa vie. Forcément, si vous venez d'avoir un enfant ou en pleine grossesse, c'est pas du tout le moment de faire un jeûne. Mais si vous vous sentez un petit peu chargé, avec le besoin de détox, et c'est la période propice. Quand tu parles de petits jeûnes, est-ce que tu peux nous expliquer un jeûne? Donc c'est le fait de ne pas manger. Parfois on peut se dire de ne pas boire. Est-ce que tu peux nous faire une toute petite distinction par rapport à ça? Et du coup, un petit jeûne, c'est quoi? C'est une demi-journée, une journée, une semaine? Et bien ça, on va dire, c'est au cas par cas et selon d'où vous venez et votre expérience. Jeûner, c'est faire une pause alimentaire. Donc je ne mets plus rien dans mon corps, à part de l'eau. Il y a la possibilité de faire des jeûnes secs, mais c'est assez extrême. C'est pour des personnes qui ont déjà l'expérience de faire du jeûne. Et ensuite, il y a la possibilité de faire des jeûnes hydriques nutritionnels. Donc dans ce cas-là, c'est une consommation de jus qui va apporter des minéraux et des vitamines, mais pas de matière. Donc avec une digestion très rapide et très facile, qui permet à l'organisme de se nettoyer, de détoxifier. En fait, jeûner, c'est proposer au corps un environnement favorable pour qu'il puisse éliminer ce dont il n'a plus besoin. Ouais, tout ce qui est en trop en fait et qui peut le gêner, en arrêtant de lui proposer à manger puisque ça lui demande beaucoup d'énergie, de traiter tout ça, on vient l'aider à faire autre chose. Et là, c'est la période la plus propice du coup. Et donc ça apporte de la vitalité. Pour reboucler avec notre sujet d'aujourd'hui, le fait de faire par exemple une journée de jeûne, ça peut apporter un petit peu plus de vitalité, ça peut justement décharger un petit peu, ou le fait de manger moins, comme tu disais que c'était un peu une période de disette au niveau de la nature, d'alléger un petit peu, de se tourner vers tout ce qui va être vert, les plantes, etc. Ça, en quoi ça vient apporter plus de vitalité? C'est un peu ma question. Alors, ça peut être quitte ou double, et c'est vraiment en cas par cas. Par exemple, la digestion, elle utilise plus de 50% de notre énergie vitale.
Donc en cas d'arrêt de digestion, en cas de période de pause alimentaire, ces 50% d'énergie vitale qui ne vont pas être utilisées à transformer le morceau de pomme, de poire ou de boudin que j'ai mangé en cellules de mon corps, elle va être utilisée pour que le corps puisse se régénérer, pour qu'il puisse éliminer tous les déchets, toutes les cellules un peu déviantes, ça peut être des petits kystes, des boutons, ils vont disparaître avec une période de jeûne, même courte et même très petite. Et en même temps, le fait de jeûner prend beaucoup d'énergie au corps, puisqu'il est à ce moment-là en hypercatabolisme. Donc ça veut pas dire que parce que je fais un jeûne d'une journée, le lendemain, je vais avoir une énergie incroyable. Ça marche pas aussi simplement, aussi facilement. Et c'est vraiment au cas par cas. Ce que je peux proposer plus facilement, c'est plutôt de sauter un repas de temps en temps. De pas manger le matin ou de pas manger le soir. Et si tout se passe bien, si vraiment je sens pas plus de fatigue ou plus d'impact sur mon humeur, et ben dans ce cas-là, une semaine après, et ben je vais sauter 2 repas. Et à la place de mes repas, par exemple, je vais prendre des jus, ou je vais boire des tisanes, ou des infusions, des bouillons, du sérum de Quinton, par exemple. Mais de faire un jeûne comme ça, du jour au lendemain, en me disant tiens, je vais acquérir plus de vitalité, je vais dire juste non, c'est pas si simple. Il y a un peu des précautions à prendre, ça se prépare de faire un jeûne. Surtout en période de grossesse, d'allaitement, etc. C'est pas du tout Oui, le moment. et en postpartum, juste après avoir eu un enfant, bien sûr. Ouais, donc c'est au cas par cas. Alors, si je récapitule, Leslie, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement, cette période du printemps, c'est une période un petit peu de renaissance, de bouffée d'oxygène, que ce soit au niveau de la nature, et aussi c'est une période qui est très propice au niveau du corps pour justement retrouver un peu plus de vitalité, mais c'est une période aussi où finalement c'est pas une période d'abondance. Donc en fait, on va venir fonctionner différemment. Alors, tu le disais à très juste titre tout à l'heure, dans nos sociétés occidentales, on va pas dire qu'on manque de quoi que ce soit la plupart du temps. Et oui, on peut traverser la rue, aller au supermarché et s'acheter quoi que ce soit. Mais là, ce que tu nous évoques, c'est ce qui se passe de façon ancestrale, ce qui se passe déjà au niveau de la nature, et du coup il y a une réalité aussi physiologique dans notre corps par rapport à ça. Et donc c'est un appel finalement à se tourner vers les plantes, et tu nous en as cité plusieurs avec tous leurs bienfaits, leurs vertus, et ce sont en plus des plantes qu'on connaît, qu'on peut soit aller cueillir, soit se procurer différemment. Et c'est une période qui appelle à peut-être un peu plus de repos digestif pour ensuite pouvoir trouver plus de ressources et de vitalité par la suite. Et en tout cas, le cœur même de ce que tu nous partages, c'est le fait que, surtout pour les jeunes parents, que ça va être une période où on va vraiment se focaliser sur la reminéralisation, pas la grande quantité de tout, mais par contre la qualité micronutritionnelle, et les plantes sont très propices pour ça. Oui, c'est un super résumé, Aurélie. Tu voudrais que... Est-ce que tu veux nous rajouter peut-être des petites précisions par rapport par exemple aux mamans? Alors on a beaucoup de mamans en postpartum qui nous écoutent. Il y a aussi des mamans justement qui sont enceintes, qui sont peut-être en fin de grossesse, des mamans qui sont allaitantes, et on sait combien c'est taxant pour le corps, ça peut être fatigant, et d'ailleurs on a souvent plus faim lorsqu'on allaite. Est-ce que tu aurais des conseils, alors même si c'est pas forcément lié aux plantes du printemps, mais de façon générale par rapport aux plantes, est-ce que tu souhaiterais nous donner quelques autres exemples pour tous ces cas de figure-là? Alors, côté alimentation, pour une femme en fin de grossesse ou une femme allaitante, dans tous les cas, c'est pas le moment d'arrêter de manger, et au contraire, et aller plutôt vers des plantes... Mais je pense là au pourpier. Ça me vient parce que c'est une plante qui va pousser aussi spontanément dans les jardins, et que les maraîchers et tous les jardiniers vont désherber en la mettant de côté et en la jetant presque.
alors que c'est une bombe en termes d'oméga 3 et d'oméga 6, et c'est la seule plante qui possède oméga 3 et oméga 6. Alors je pense à celle-ci parce que je me connecte à quand j'allaitais et j'avais faim, et la seule chose qui me rassasiait vraiment, c'était le gras. C'était du bon gras, et non, ça on va pas le trouver dans les plantes à part le pourpier. Et donc là, j'invite clairement à manger des poissons gras, de l'huile, des purées d'amandes, des purées de sésame, mais en quantité. De l'avocat, des olives. Tout à fait, tout ça. Mm. Ok. Et après, en plante qui serait... alors là, on sort de l'hiver, mais de façon générale, on peut se rendre compte on peut avoir des rhumes, on peut avoir le nez qui coule, on peut se sentir un peu malade jusque finalement tard dans le printemps. Tu disais, il y avait beaucoup de vent, de giboulées, de pluie, ça reste humide. Ça reste quand même des périodes qui sont assez propices pour toutes les petites maladies dites de l'hiver. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les parents, mais c'est vrai aussi pour les enfants. Est-ce que là, dans ce cadre-là, on parlait de plantes médicinales, est-ce que toi, tu conseilles justement certaines plantes pour l'immunité, pour... je sais pas, le nez qui coule, les encombrements en fait. Alors, si on reste sur nos plantes locales, oui, il y en a aussi. On peut évoquer le coquelicot, les mauves, les guimauves, les bouillons blancs, le tussilage. Toutes ces plantes vont aider au niveau ORL et voie respiratoire. Après, il y a le chou aussi, qui est bien connu, des cataplasmes de feuilles de chou sur les bronches, sur les voies respiratoires. Et toutes ces plantes-là, elles se trouvent aussi en herboristerie. Ah, mais l'oignon. Moi, j'utilise l'oignon pour mon fils quand il tousse. Mais je sais, alors ça paraît surprenant, mais je me souviens avoir coupé plusieurs fois de l'oignon très 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 fin, lui mettre sous la plante des pieds et lui mettre ses chaussettes et son pyjama par-dessus. Et il dormait comme ça, avec de l'oignon qui a... Quand il toussait trop ? Ouais, quand il tousse. Et tu vois, c'est une toux pour venir dégager, mais qui n'amène pas encore de mucus. Tu vois, c'est les toux spasmodiques, un petit peu asthmatiques, là, tout très sèches. Et qui fait qu'il n'endort pas de la nuit, le pauvre. Donc, je lui mettais... soit du chou très fin, des cataplasmes de chou sur la poitrine, soit des oignons coupés très très fins sous la plante de pied dans les chaussettes. Et tout ça, ça va diffuser toute la nuit et ça va lui amener le soufre qui va venir aider au niveau des voies respiratoires. Ça, c'est les petites astuces de grand-mère, quoi. Mais, oui, complètement. Mais qui sont parfois plus efficaces que d'autres choses. Et puis surtout, si on veut rester sur quelque chose de léger, de très naturel. Quelque chose de simple et naturel. Alors après, j'en ai parlé à plusieurs personnes qui ont juste mis l'oignon coupé en deux sous le lit de l'enfant. Mais ça suffit pas. Faut vraiment que ce soit en contact avec la peau, que ça passe à travers la peau. Et la plante des pieds, c'est pas mal. D'accord. Leslie, on arrive tout doucement à la fin de notre échange. S'il y a une chose que tu souhaiterais que les parents qui nous écoutent puissent retenir de cet épisode, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait d'aller vous balader dans les campagnes, dans la forêt, n'importe où, n'importe quel petit coin de nature qui est à côté de chez vous, et de vous émerveiller de tout ce qui pousse. Et parce que quasiment toutes les plantes que l'on voit, elles peuvent nous apporter en termes de vitalité, de nutriments, mais rien que les regarder, on s'en nourrit. On repose notre cerveau, nos yeux à regarder le vert, à regarder loin, à regarder l'horizon, et à amener nos gamins gambader dans la nature et à les cueillir. Et vous connaissez tous sûrement au moins une plante, que ce soit l'ortie, le pissenlit, le plantain, des plantes très accessibles. Il y a très peu de plantes toxiques et très dangereuses. Alors je vous dis pas non plus d'aller cueillir des plantes que vous ne connaissez pas, mais ouais, c'est vraiment une grande invitation à entrer et à rester en contact avec la nature. Ok, superbe mot de la fin. Mais je voudrais quand même que tu puisses nous dire,
Comment, si on veut aller plus loin, on peut justement se faire accompagner? Est-ce qu'il y a justement peut-être des marches accompagnées où on se balade avec quelqu'un qui vient nous informer de ce que c'est telle ou telle plante? Qu'est-ce que toi tu proposes autour de ça en fait? En local, partout en France? Oui, c'est sûr que c'est ce que je développe aujourd'hui et je suis bien plus à l'aise dans la nature, les pieds nus dans l'eau, sur les galets ou dans les champs que derrière un micro. Et c'est pour ça que j'organise des petits séjours, des petits stages sur les plantes et aussi sur l'alimentation, le jeûne et le yoga. Puisque tout ça ensemble, c'est un combo merveilleux de ressourcement et de santé. Et donc des stages, on organise au fil des saisons, toute l'année, plus ou moins orientés selon la saison. Voilà, le printemps, là, au mois de mai, c'est l'explosion, en tout cas dans la Drôme, là où j'habite. Et on a 3-4 jours de stages organisés sur les plantes comestibles et médicinales, et sur l'alimentation. On va aller avec nos petits paniers, cueillir, récolter, apprendre... Ouais, et cuisiner ensemble. Voilà, c'est ça. Après, tu peux cuisiner, tu peux faire des infusions, tu peux faire plein de choses en fait. Les manger, des pestos, on va faire des crèmes, on va faire un stage d'herboristerie et d'alimentation. Et alors là, Leslie, le prochain stage que tu proposes, c'est celui-ci, justement? Alors le tout prochain, c'est fin avril. Et là, par contre, c'est un séjour de détox. Ouais. De jeûne qui est adapté au cas par cas en Ardèche. Et après début mai, du 3 au 6 mai, là c'est un stage sur les plantes et l'alimentation. Et alors où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver toi et justement retrouver ces dates-là pour les personnes qui en local souhaiteraient prendre contact avec toi en présentiel? Alors je suis pas forcément sur les réseaux, mais j'ai un site internet qui s'appelle l'herbalie, LHERBALIE.com, et là il y a toutes les infos sur les stages, sur les propositions. Et je mettrai le lien de ton site en description du podcast, comme ça les gens pourront aller regarder un petit peu et puis visiter ton site. Merci infiniment Leslie pour ce temps que tu nous as accordé sur le podcast. C'était vraiment super de découvrir ton approche, ta vision, les outils que tu utilises pour prendre soin des gens que tu accompagnes, pour pouvoir donner plus de vitalité, donner plus de ressources et reminéraliser les organismes qui en ont bien besoin. Parce qu'effectivement, souvent en tant que parent, on est quand même mis à rude épreuve et le corps il a besoin de tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Aurélie. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.